Cette conférence va maintenant être enregistrée. Et je laisse donc pour commencer la parole à Philippe Desrobert, développement de projet chez Smile. Philippe, c'est à toi. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Valérie, est-ce que le son est bon? On m'entend bien? Oui, on t'entend, oui, oui. Je te laisse passer, j'ai que 2 slides, donc je te laisserai les passer. Ah, ok, Euh, pas de souci. Merci à tous, toutes et à tous de votre présence nombreuse à distance, en espérant que vous allez toutes et tous bien dans cette période particulière. Alors moi, je remplace Sophie Restif. Ah, il y a un écho. Je remplace Oui, Sophie Elvez, qui est souffrante, et elle nous écoute. Donc, Smile en quelques mots. Oui, tu peux mettre la slide. vous avez la Vous slide. Ok. le savez, j'ai regardé la liste des participants, donc vous êtes très nombreux à connaître l'association, mais pas tout le monde, donc quelques généralités. Donc c'est une association qui est coprésidée par les deux régions Bretagne et Pays de Loire, qui a plus de 2 ans et demi d'existence. Smile aujourd'hui, c'est un écosystème de 300 acteurs, à peu près 300 acteurs, dont 60% d'entreprises, un pourcentage qu'on a d'ailleurs maintenu au début de l'association. Smile se veut une vitrine des smart grids, donc du Grand Ouest. Hein. On avait répondu à un appel à projet Nouvelle-France industrielle, réseau électrique. Donc là, on va beaucoup parler d'électricité aujourd'hui, mais dans Smile, c'est aussi des projets de smart gaz et d'hydrogène renouvelables. Et aujourd'hui, la vitrine compte 74 projets homologués. On en a encore une quinzaine que nous accompagnons à homologation. Donc, c'est les conseils d'administration de Smile qui homologuent les projets. On a vraiment une grande richesse de projets. Et sur cette thématique, vous pouvez le constater sur la carte, c'est surtout le cas. Alors moi, j'ai beaucoup de bruit. Je ne sais pas si tout Oui, le monde a il y coupé a... son micro. Donc voilà, on a encore des projets qui sont accompagnés actuellement pour homologation et l'homologation arrive au milieu d'un grand processus d'accompagnement qui est très à la carte en fait de chacun de ces projets. Pour vous donner une idée, à peu près sur les 74 projets, les chiffres qu'on a eu en début de semaine, c'est qu'à peu près la moitié de ces projets sont mis en service. Ce n'est pas le cas de la majorité des projets d'autoconsommation collective, puisque très peu actuellement sont en service chez nous, dans la multitude que vous voyez à l'écran. Smile, n'oublions pas, c'est aussi un beau showroom avec 2 portes d'entrée. Donc Valérie s'est présentée, animatrice de la porte rennaise, mais on a aussi Marine Gabory qui est en ligne, qui nous écoute. Salut Marine, qui anime le showroom côté Nantes. Ces 2 showrooms, à fin 2019, avaient accueilli en moins d'un an 2500 personnes des 5 continents. Et à peu près une cinquantaine d'événements ont déjà été organisés. Donc, c'est hors Covid et puis c'est hors parenthèse d'été de l'année dernière. Donc, on a une belle dynamique aussi sur ce qui se passe sur nos showrooms qui sont à portée de TGV de partout. Je pense notamment à nos amis en dehors de nos 2 régions. Donc voilà, on a 5 grandes thématiques dans ce showroom. Une de ces 5 thématiques est donc l'autoconsommation avec collective et aussi individuelle, et notamment la thématique Smart Building, mais on a aussi une thématique réseau, une thématique mobilité durable, une thématique données consommateurs et une thématique Smart Hill. En fait, on a dû regrouper, vous imaginez cette richesse de projets dans des thématiques principales, et ensuite vous avez énormément de sous-thématiques, notamment qui permet d'avoir cette richesse après de recherche sur les projets pour alimenter ce type d'événement. Donc, l'autoconsommation est donc au cœur de Smile, hein, comme vous pouvez le voir. Je te laisse passer, Valérie. oui. Alors, évidemment, on a certaines thématiques dont l'autoconsommation collective est vraiment la thématique principale du projet au sein des spécialistes qui vont intervenir derrière. Je pense à Sylvie, Didier et tout le monde. Donc des projets qui se veulent dès le début en anticipation, et certains sont des pionniers. Je pense à Partager avec Pélétin, qu'on connaît bien. Edouard y reviendra tout à l'heure.
Mais on a aussi des projets qui en fait viennent de grosses autoconsommation, de sur-autoconsommation, production individuelle, notamment des projets de bâtiments, et qui, avec cette surproduction, pardon, je ne suis pas très précis dans mes termes, vont derrière ensuite se développer sur des schémas d'autoconsommation collective avec PMO, etc. On en reparlera après. Et après, on a aussi des projets chez nous un peu transverses, des projets de plateforme qui peuvent se mettre au service en fait et qui peuvent se mettre au service justement de projets d'autoconsommation collective. Donc, dès le début, on avait bien senti dans SMILE il y a 5 ans, au moment de la candidature, que ce thème de l'autoconsommation collective était importante et on avait déjà des projets dans les tuyaux. Je pense également à RenGrid, qui n'est d'ailleurs toujours pas en service. Hein, donc, on voit bien la difficulté qu'on peut rencontrer sur certains projets. Donc voilà, donc vous avez un nombre de projets qui est assez impressionnant, d'autres qui arrivent très vite et d'autres qui ont mis longtemps. Celui de partager avec Pénétin, crash de la donnée depuis 2 ans maintenant, donc c'est vraiment intéressant. C'était un des 4 premiers projets pilotes, notamment portés par Enedis. Et l'autre point pour terminer ma présentation, je crois que je suis pile à l'heure en ayant rattrapé 2 minutes. C'est parfait. Du coup, grâce à cette richesse, pas encore de projets tous bien évidemment mis en service, mais quelques-uns et surtout de compétences développées chez certains de nos acteurs qui vont s'exprimer tout à l'heure, on a pu quand même partager en fait ça au cours de plusieurs ateliers, notamment en 2019. Nous avons eu la chance d'accueillir la Creux, Didier, je m'en souviens, à Nantes, il y a assez longtemps maintenant. On avait fait plus sur 2 projets, dont notamment PN1. Et puis, donc, on travaille au niveau national en espérant partager ce retour d'expérience grâce notamment à des bureaux d'études comme tout à l'heure, mais d'autres sur le territoire. Voilà. C'est bien une dynamique collective. On a la chance aussi d'avoir le soutien depuis le début de Simon Planson, très très en pointe sur cette thématique. Voilà, donc c'est très riche pour nous, comme vous pouvez le voir. C'est en devenir parce qu'il y a encore peu de projets sur cette thématique-là sont opérationnels, mais tous sont dans les tuyaux. Une très grosse partie, de toute façon, sont financés. Il y a eu des appels à projets d'autoconsommation collective lancés par les 2 régions, assez rapidement par la région Pays de Loire et un peu plus tardivement par la région Bretagne, mais on va aller encore en voir arriver d'autres dans la vitrine prochainement. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe. Donc, je vais maintenant inviter Didier Lafaille, secrétaire général du comité de prospective, chef du service de la prospection et de l'innovation de la Commission de régulation de l'énergie, à prendre la parole. C'est à vous, Didier. Bonjour à tous. Tout d'abord, je suis très heureux d'être là parmi vous ce matin pour passer une partie de cette matinée sur l'autoconsommation collective. Et pour commencer, je vais vous présenter quand même quelques chiffres. Ces chiffres viennent d'un excellent outil qu'a développé Enedis. Valérie, si vous pouvez passer la slide suivante. Voilà. Alors quelques chiffres. Alors c'est vrai que le nombre d'installations en autoconsommation est peu important, on pourrait dire 72 000, un peu plus de 72 000 autoproducteurs, mais par contre la tendance est forte. Comme vous pouvez voir sur les 2 graphiques qui ont été extraits d'ailleurs de cet outil développé par Enedis, on voit une montée en puissance des installations d'autoconsommation depuis 2 ans, environ 2 ans et demi, une forte tendance. Et aujourd'hui, comme c'est mentionné, plus de 78% des nouvelles demandes de raccordement des installations de production sont en autoproduction. Alors pourquoi? Parce qu'on a 2 phénomènes. Le premier, c'est la baisse du prix des panneaux de production photovoltaïque. Et deuxièmement, c'est, on voit aujourd'hui le fait que, comme dans tout ce qui est consommation agroalimentaire, etc., une volonté de favoriser les circuits courts, de se dire, si je produis de l'énergie, autant la consommer, ou si la production est à proximité de chez moi, je souhaite consommer cette production et non pas acheter de la production qui vient, je ne sais pas où, de France ou d'Europe. Donc, on voit bien avec la baisse du prix des panneaux et une volonté aujourd'hui de favoriser les circuits courts, une tendance qui est assez présente, c'est
des opérations, que ça soit en autoconsommation individuelle, et c'est vrai, plus en autoconsommation individuelle, parce qu'on arrive plus facilement à trouver un modèle économique aujourd'hui, une tendance forte vers l'autoconsommation. Alors, un petit rappel, Valérie. Hop. Oui. Ça ne l'a pas fait. Alors, un petit rappel sur le contexte législatif. Alors, il a débuté en 2015 avec la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui a habilité le gouvernement à prendre une ordonnance. Ils avaient 1 an pour le faire, et comme vous voyez, l'ordonnance a été prise le 27 juillet 2016. Bon, au moins, on avait une ordonnance qui définissait ce que c'était que l'autoconsommation individuelle, ce que c'était que l'autoconsommation collective. Cette ordonnance a été ratifiée très rapidement, et par la suite, il y a eu un décret d'application qui a précisé certains aspects, certaines dispositions. Donc, on peut dire qu'à partir de 2017, on avait un cadre législatif et réglementaire qui permettait d'accompagner l'autoconsommation individuelle et l'autoconsommation collective. On passe à la suivante. Ce cadre a un petit peu évolué sur plusieurs aspects. Le premier, on y reviendra certainement, c'est le périmètre de l'autoconsommation collective. Tout d'abord, dans le cadre de la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises. Première évolution, on voit bien que les parlementaires, à cette époque, n'étaient pas d'accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat de faire évoluer les choses. Et puis après, de nouveau, un nouveau débat dans le cadre de la loi relative à l'énergie et climat. On remet encore en cause ce périmètre qui va encore évoluer, je vais vous en dire plus. Par contre, ce qu'il faut noter dans le cadre de la loi relative à l'énergie et climat, les choses évoluent puisque les parlementaires ont souhaité intégrer les dispositions relatives aux directives sur le paquet énergie propre, notamment en matière d'autoconsommation collective, qui a eu un petit impact, et les parlementaires ont souhaité également tout de suite transposer dans le droit français les communautés énergétiques renouvelables. Donc aujourd'hui, on a un cadre qui est fixé, qui n'est pas tout à fait complété, mais qui est fixé, et habiliter le gouvernement à prendre une ordonnance pour définir ce que seront demain les communautés énergétiques citoyennes. Alors, juste en quelques mots, Valérie, hop, oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a soit des opérations d'autoconsommation individuelles, donc on voit bien, on a un point de livraison. Sur ce point de livraison, on a des injections ou des soutirages. Donc, qu'est-ce qu'il faut absolument déclarer l'installation de production à notre cher gestionnaire de réseau, qui peut être Enedis ou une entreprise locale de distribution. On peut y associer un dispositif de stockage. C'est important, on y reviendra peut-être sur le rôle de ce dispositif de stockage, parce que lorsqu'on part sur l'autoconsommation, il faut changer un petit peu son comportement, surtout avec du photovoltaïque, ou soit il faut installer un équipement de stockage. Ce qui est important aussi, c'est que la loi a prévu une petite disposition qui permet aux consommateurs, s'ils ont un surplus, au lieu d'aller vers des procédures relativement lourdes avec les gestionnaires de réseau en matière de contractualisation, donc le législateur a souhaité faciliter ces opérations en permettant, s'il y avait un surplus, d'affecter sur ce surplus, si j'arrive pas à trouver quelqu'un pour me le reprendre, mon fournisseur d'énergie préféré, que ce soit le gestionnaire de réseau, Enedis principalement, qui reprenne ce surplus à condition que l'installation de production n'aille pas aujourd'hui au-delà de 3 kW. Donc voilà, il était prévu un turp spécifique, mais pour tout vous dire, la CRE n'a rien fait sur l'autoconsommation individuelle, je pourrais y revenir, mais voilà, donc on a un cadre sur l'autoconsommation individuelle et ça se développe plutôt bien. Alors après, maintenant, on a l'autoconsommation collective. Qu'est-ce que c'est qu'une autoconsommation collective? Depuis la loi énergie-climat, il faut retenir que l'autoconsommation collective est limitée à la maille d'un bâtiment. On est dans un bâtiment résidentiel, industriel ou autre, et on fait une opération à cette maille. Donc, il y a bien plusieurs points de livraison avec du soutirage, de l'injection au sein de ce même bâtiment, mais on ne sort pas de ce bâtiment. Par rapport à une autoconsommation individuelle, ce que l'on a en plus, c'est la déclaration d'une personne morale auprès du gestionnaire de réseau, et la personne morale a un rôle primordial, c'est de définir comment je vais affecter la ou les productions à mon ou mes consommateurs.
c'est tout simple. Ça peut être fait ex ante ou ex post. Et là, je laisserai la parole après à Enedis qui vous présentera les dispositions qui ont été mises en place. Donc, vous voyez, des modalités un peu plus compliquées puisqu'on va voir cette personne morale qui va rentrer au sein de ces opérations. Et en plus de ce qu'a prévu la loi, c'est un TURPE spécifique. Et la CRE a mis en place un TURPE spécifique qui va faire en sorte que on puisse consommer au moment où on produit, et si on le fait, on a un TURPE qui est beaucoup moins élevé que le TURPE, on va dire, standardisé. Valérie, on passe aux deux autres opérations. Donc, on a maintenant une opération d'autoconsommation collective qu'on appelle aujourd'hui étendue, pour pas se confondre avec celle au sein du bâtiment. Donc, on peut dire que c'est notre ancienne opération d'autoconsommation collective qui a été mise en place par l'ordonnance. Alors, on va parler tout de suite du périmètre de cette opération. Aujourd'hui, le périmètre s'applique pour tous les utilisateurs qui doivent être accordés en basse tension sur une distance maximale de 2 km. La puissance de l'ensemble des installations de production ne doivent pas dépasser 3 MW sur le territoire métropolitain et 0,5 MW dans les zones insulaires. Alors, juste un petit mot sur ce périmètre. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, c'est expérimental. Donc, il est prévu que ce périmètre puisse évoluer. On ne sait jamais. Mais c'est une expérimentation qui est menée pour une durée de 5 ans. Et la CRE, d'ailleurs, et les gestions de réseau doivent remettre un rapport au gouvernement sur les modalités, la mise en œuvre de cette expérimentation, donc sur une maille, on va dire, au-delà de 3 km. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'actuellement, il y a un projet d'arrêté qui est en cours de discussion. Il a déjà été soumis au Conseil supérieur de l'énergie. La CRE vient d'être saisie, elle rendra son avis dans quelques jours pour étendre de nouveau ce périmètre. Alors, ça serait étendu dans les zones rurales à une distance qui serait aujourd'hui fixée par ce projet d'arrêté à 20 km, et on aura également une augmentation de la puissance de l'ensemble des installations de production à 5 MW. Alors, moi, je trouve que c'est un petit peu dommage, c'est que là, vous voyez qu'on a une limite, c'est que toutes les installations de production doivent être accordées en basse tension. C'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que des installations en moyenne tension, on a quand même un rendement qui est meilleur et ça permettrait d'atteindre plus facilement les objectifs qui sont prévus dans la PPE. Alors, justement, pour pouvoir aller au-delà, on a ces fameuses communautés énergétiques renouvelables qui sont aujourd'hui dans la loi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de limitation pour la localisation des points de soutirage et d'injection. Il n'y a pas de distance. Ce qu'il faut faire attention, c'est que la directive européenne prévoit quand même une notion de proximité. Donc, cette notion de proximité aujourd'hui n'existe pas dans la loi, mais il faut faire attention, elle pourrait très bien être intégrée, soit dans l'ordonnance qui va définir ce que sont les communautés énergétiques citoyennes, ou demain, dans un décret d'application, on pourrait avoir une limite, puisque c'est quand même la volonté de ces communautés d'énergie renouvelable, c'est cette notion entre la communauté et les différents utilisateurs de proximité. Contrairement aux communautés énergétiques citoyennes, où là, on n'a plus de notion de proximité et on peut aller beaucoup plus loin, sauf que ce que prévoit la directive, c'est que ces communautés auraient pu être exploitants, voire propriétaires de réseaux de distribution. Et vous savez qu'en France, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, la loi énergie-climat a bien rappelé que ces communautés énergétiques renouvelables, comme les communautés énergétiques citoyennes, ne pourront ni être propriétaires, ni exploiter des réseaux de distribution. Bon, j'ai dépassé de 2 minutes mon intervention, bien entendu, je pourrais y revenir et je m'en excuse auprès d'Enedis. Voilà. Merci beaucoup, Didier. Je vais maintenant céder la parole à Sylvie Morand, donc chef de projet national autoconsommation collective au sein de la direction client, territoire et Europe à Enedis. C'est à vous, donc, Sylvie. Sylvie, est-ce que vous êtes là? Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui.
Très bien. Oui, donc bonjour à tous. Eh bien, je vais vous présenter. Alors, en 8 minutes, normalement, je me suis entraînée. J'espère que ça va tenir. Donc, les chiffres clés à fin avril sur l'autoconsommation collective, l'accompagnement d'Enedis aux porteurs de projets et la certification des quantités d'énergie à l'eau produite et autoproduite. Alors, concernant les chiffres clés, donc là, j'essaye de défiler, Valérie, mais les slides ne défilent pas. Ok, bah, je vais reprendre la main, alors c'est pas de souci. Voilà. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Donc, on compte aujourd'hui 30 opérations en service à fin avril. Et donc, même si ça reste encore modéré, comme tout le monde le dit, une dynamique semble quand même s'amorcer début 2020, puisqu'on a 10 opérations qui sont entrées en service sur le premier trimestre, qui fait un tiers des opérations au total. Et 17 projets ont été déclarés aux interlocuteurs Enedis avec une date de démarrage avant l'été. Alors évidemment, avec la situation de la crise sanitaire actuelle, il est possible tout à fait que cette trajectoire soit modifiée. Vous pouvez observer sur la carte bien, une forte compétition entre les Hauts-de-France et l'Occitanie, qui est très étonnante et amusante à observer. Alors, ces opérations impliquent aujourd'hui 421 consommateurs qui sont en majorité des particuliers et des petits professionnels avec une puissance inférieure à 36 kVA. La production provient essentiellement, même uniquement à ce stade, de panneaux photovoltaïques qui sont majoritairement installés sur des bâtiments raccordés au réseau d'ascension, toujours avec une puissance inférieure à 36 kVA. Et ces bâtiments sont raccordés en majorité en autoconsommation individuelle, c'est-à-dire la production va d'abord directement alimenter le bâtiment. Et ce que le bâtiment n'a pas consommé, donc son surplus individuel, est partagé dans l'opération d'autoconsommation collective. Il y a 47 sites sur ce modèle, sur les 61 producteurs impliqués. Une puissance totale sur l'ensemble des opérations de 1212 kVA. Alors, la dynamique aujourd'hui est principalement portée par deux types d'acteurs. Les communes, avec 16 opérations, qui sont la plupart avec leurs propres moyens de production et leurs bâtiments municipaux. C'est des opérations qui regroupent à peu près en moyenne 5 à 10 sites. Et les bailleurs HLM avec leurs locataires, alors moins d'opérations 6, mais beaucoup plus de participants, puisqu'ils regroupent 250 participants, la moitié sur le total des opérations. Vous trouverez sur notre site le témoignage de la ville de Malonnet et du bailleur Gironde Habitat. Sur le slide suivant, donc on peut voir que Enedis accompagne les porteurs de projets jusqu'à la mise en service de l'opération. Alors cet accompagnement se traduit déjà par un point d'entrée dédié par département, où chacun peut poser ses questions et poser des questions sur les démarches vis-à-vis d'Enedis. Une pause pour des compteurs communicants pour l'ensemble des participants. Et si jamais le projet se trouve sur une zone où le compteur n'est pas encore déployé, bien on ira faire une pause anticipée spécifique pour le projet. Un simulateur qui permet de simuler son raccordement et donc d'anticiper, estimer la complexité des raccordements qui sont à prévoir. Alors, il est à noter, un point important sur ce sujet, qu'il n'y a pas de règles spécifiques pour le raccordement dans l'autoconsommation collective. Le producteur se raccorde comme n'importe quel producteur et il peut injecter soit sur le réseau sa production totale, soit un surplus après autoconsommation individuelle sur son site. La production injectée sur le réseau fait l'objet ensuite d'une répartition contractuelle et pas physique, puisqu'on est d'accord, Monsieur Lafaille l'a précisé, on a maintenant un rayon géographique assez important qui peut permettre, par exemple, d'avoir une distance de 2 km entre producteurs et consommateurs. Donc, la production du producteur vient physiquement alimenter des consommateurs qui sont tout près de lui et pas forcément le consommateur qui est à 2 km et qui, lui, est dans l'opération d'autoconsommation collective. Donc, c'est une répartition contractuelle. L'énergie produite et consommée circule entièrement sur le réseau de distribution et comme ça, tout le monde
est alimenté même en l'absence de production des panneaux photovoltaïques et chacun garde bien la liberté de choisir son fournisseur pour le complément d'électricité. Vous avez également des données que vous pouvez avoir à disposition en amont du projet, qui peuvent être des données individuelles avec l'accord, bien sûr, dans ce cas-là, des consommateurs concernés, ou des données agrégées en open data, qui sont à votre disposition via différents canaux. Alors, pour ce qui concerne la certification des quantités à l'eau produite et autoproduite, donc Enedis, une fois l'opération en service, eh bien, va régulièrement relever les courbes de charge sur les compteurs communicants, donc toutes les courbes de charge de consommation et de production, au pas de temps de 30 minutes. La personne morale qui gère l'opération transmet à Enedis les modalités de répartition de la production locale. Alors, elle peut le formaliser sous la forme de coefficients. Ces coefficients peuvent être statiques ou dynamiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent varier toutes les 30 minutes. Et donc, Enedis calcule à partir des courbes de charge et à partir des coefficients, eh bien, les quantités à l'eau produite et autoproduite et va surtout les transmettre aux différents acteurs qui sont impliqués soit directement, soit indirectement dans l'opération. Et donc, particulièrement, le fournisseur de compléments eh bien, va utiliser ces données pour en tenir compte sur sa facture et ne pas donc facturer la consommation totale à son client, mais va facturer la fourniture sur la quantité à l'eau produite calculée par Enedis. Et puis également les différents responsables d'équilibre qui vont en tenir compte pour la gestion de leur périmètre et bien sûr la personne morale qui gère l'opération et qui a vocation donc à suivre et fédérer l'ensemble des participants. Alors depuis le début des premières opérations qui ont démarré, c'était encore le slide d'avant, pardon, qui ont démarré en 2018. Eh bien, cette solution qui permet ces calculs s'enrichit progressivement de nouvelles fonctionnalités, soit à destination de ceux qui gèrent les opérations, les fameuses personnes morales organisatrices, ou à destination aussi des fournisseurs impliqués pour la fourniture du complément. Donc, vous pouvez voir sur le support les différentes évolutions et particulièrement sur l'année 2020, nous avons lancé une démarche de déploiement progressif d'API à destination des PMO. Donc aujourd'hui, par exemple, une API consultation du périmètre de l'opération est prête pour une généralisation en juin. On a 2 API importées et consultées, les clés de répartition qui sont en test et d'autres encore qui sont en cours d'instruction. Et on a également en cours de développement l'intégration de PRM HTA, puisque quand l'opération est dans un même bâtiment, eh bien, on peut y associer des consommateurs raccordés en HTA et également les spécificités qui sont ouvertes aux bailleurs HLM depuis la loi énergie et climat. Donc tout ça pour une solution qui fonctionne, quel que soit finalement le périmètre de l'opération, quels que soient les types de participants à l'opération et qui se préparent aux évolutions à venir. On est en train notamment de réfléchir et d'instruire une répartition de la production différente par producteur, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand il y a plusieurs producteurs dans l'opération, on additionne la production et c'est le total de la production qui est réparti. On réfléchit à ce que demain, on puisse faire des affectations différentes par producteur et éventuellement des priorisations, et également à des calculs plus fréquents, puisqu'aujourd'hui, quand on fait le calcul de certification, il est mensuel. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire dans le temps imparti de 8 minutes. Sur le slide suivant, vous avez à titre d'information la page sur notre site sur laquelle vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires sur le sujet. Voilà, j'espère que j'ai été claire et que j'ai respecté mon temps. Merci à tous. Merci beaucoup Sylvie. Donc c'est au tour maintenant de Cécile Fontaine, avocate et directrice associée donc chez Fidal. Je vous laisse la parole, Cécile. Oui, je vous laisse passer les slides ou Oui, le oui, contrôle, je ne sais plus. Okay.
Donc effectivement, je vais faire un petit focus sur la personne morale organisatrice. On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, la PMO. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous s'accordent pour dire que finalement, l'un des freins les plus importants aujourd'hui au développement de l'autoconsommation collective, c'est la complexité juridique du montage à mettre en place. On peut passer les slides. Donc, on peut même aller à la suivante. On a aujourd'hui, on sait très bien, parfait. On sait que le législateur impose aujourd'hui donc aux participants d'être liés entre eux au sein d'une personne morale. Là, je vous ai donné l'extrait de la loi qui est dans le Code de l'énergie. Et ça vaut à la fois pour l'autoconsommation collective à l'échelle du bâtiment, comme l'autoconsommation collective étendue. Donc, le législateur a précisé également, slide suivante, la mission que devait avoir la PMO. C'est la slide suivante, pardon, Valérie. Oui. La mission que devait avoir la PMO, donc elle a un rôle assez central en effet, on l'a déjà un petit peu évoqué. Tout d'abord, elle gère la convention d'autoconsommation collective conclue avec le gestionnaire de réseau de distribution, donc elle recueille l'autorisation des participants, enfin leur accord pour participer à l'opération, leur accord pour utiliser leurs données de comptage. Elle les tient informés aussi tout au long de l'opération du fonctionnement. À la fois, elle tient informés les participants, mais également le gestionnaire de réseau. Elle fait vraiment un lien entre les participants et le gestionnaire de réseau. Et puis, elle veille également, à mon sens, au respect du fonctionnement, des règles de fonctionnement de l'opération. On l'a vu, c'est au sein de la PMO qu'on va définir les règles de fonctionnement de cette opération. On va déterminer les conditions d'entrée et de sortie. C'est très important, surtout avec cette question du périmètre, mais également la façon dont on va se répartir l'électricité autoconsommée et puis, cas échéant, les modalités dans lesquelles on va vendre l'électricité autoconsommée. Donc, ce sera à la PMO de veiller que ces règles sont bien respectées. Et puis, elle a également un rôle dans le cadre du suivi qui est opéré par le ministère de l'Énergie sur les opérations d'autoconsommation collective étendue, puisqu'elle doit lui transmettre un certain nombre d'informations. Donc, pour la mission, on sait bien ce qu'elle fait. En revanche, le législateur, c'est la slide suivante, le législateur ne dit pas grand-chose sur la forme juridique qu'elle doit prendre. Alors, on sait que ça doit s'agir d'une personne morale, c'est écrit, mais ça pourrait être une personne morale de droit public, de droit privé, elle pourrait prendre la forme d'une association, d'une société. Finalement, on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. En pratique, la plupart des opérations qui ont été mises, je crois la quasi d'ailleurs totalité des opérations qui ont été mises en place, la PMO a été constituée sous forme d'association loi 1901. Mais un des participants à ce webinaire qui nous a a relevé dans le cadre des questions qui nous ont été posées que ça pouvait être contraignant des fois de devoir créer une association et puis gérer son fonctionnement tout au long de l'opération. Donc la question qui nous a été posée, c'est de savoir quel risque finalement on prenait à ne pas constituer une PMO spécifique à l'opération d'autoconsommation. Alors pour répondre à cette question, juste je donnerai deux éléments. Premièrement, on a la commission de régulation de l'énergie, M. Lafay me dira si je me trompe là-dessus, mais a toujours souligné l'importance que les participants puissent avoir une grande liberté, disposer d'une grande liberté dans la nature des relations contractuelles qu'ils devaient avoir avec la PMO. Et d'ailleurs, le projet d'ordonnance autoconsommation, à l'origine, avait fait une liste en fait des formes juridiques que pouvait prendre cette PMO et sous recommandation de la de créer une personne morale. Il n'y a pas d'obligation dans le texte communautaire. Oui, Valérie, Ça a coupé à un moment donné. En fait, je ne sais pas si c'était. J'ai des petits problèmes de connexion. J'ai des petits problèmes de connexion, je m'en excuse. Vous me dites si ça coupe trop souvent. Okay. Donc, ce que je disais, c'est que la directive communautaire n'impose pas la création d'une PMO, ne prévoit pas l'obligation de créer une PMO. Alors, ça n'empêche pas du tout l'État français de prévoir l'institution d'une PMO, mais on peut considérer que du coup, le texte français doit être interprété de manière assez souple et ne pas être lu comme imposant un formalisme trop contraignant aux participants pour la mise en place d'une PMO. Et d'ailleurs, on le voit, hein, la loi a déjà évolué, c'est la slide d'après.
Oui. La loi a déjà un petit peu évolué dans ce sens, puisqu'elle autorise maintenant, c'est la loi énergie et climat de novembre dernier, qui autorise en fait les organismes HLM à avoir la qualité de PMO dans le cadre des opérations d'autoconsommation collective qui sont mises en place avec les locataires. Donc là, on a un bel exemple où la PMO, d'abord, elle existe à l'opération par définition. Les locataires ne sont rarement adhérents de l'organisme HLM. Et puis, la PMO peut être aussi, là, dans ce cadre, producteur, participant, voire consommateur également, puisque j'imagine que dans ces opérations, ça va être l'organisme HLM qui va exploiter les panneaux. Donc voilà, ça c'est à mon avis un dispositif qui permet de faciliter grandement, en tout cas, la mise en œuvre d'un montage juridique, et on pourrait imaginer que ça puisse être dupliqué ou transposé à d'autres secteurs que le secteur HLM. Je ferai un tout dernier point parce que je pense que j'ai très peu de temps, c'est la slide suivante, mais très bref, parce que M. Lafay en a déjà parlé, c'est effectivement le lien qu'on peut faire entre PMO et communauté d'énergie renouvelable. Donc, on l'a dit, hein, c'est dans la directive énergie renouvelable, ça a été transposé par la loi énergie et climat, mais on est toujours en attente du décret d'application. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quand on a mis en place une opération d'autoconsommation collective, est-ce que finalement la PMO pourrait évoluer vers un statut, enfin avoir au final la qualité de communauté d'énergie renouvelable? Alors il y a des points communs, c'est certain. D'abord, sont une entité juridique autonome, une personne morale, et puis évidemment, leur objet, c'est quoi? C'est de partager de l'électricité qui est produite localement entre un groupe de consommateurs et de producteurs. Il y a quand même des différences. Dans la communauté d'énergie renouvelable, la gouvernance est bien plus encadrée. Donc, je vous ai donné là les indications. C'est les Ça coupe à nouveau, Cécile. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? actionnaires ne peuvent être que des PME, des collectivités, des personnes physiques. L'électricité qui est doit être pour une PME collective. Et puis, M. Lafay l'a indiqué, il n'y a pas le périmètre géographique, enfin, n'est pas le même, les critères de proximité géographique ne s'appliquent pas. Mais à part ces différences, on voit bien qu'il peut y avoir un certain nombre de liens et que faire évoluer une opération d'autoconsommation collective vers les futures communautés d'énergie renouvelable, on peut imaginer que ça puisse se faire assez facilement. On attendra quand même le décret d'application pour se prononcer plus certainement sur ces sujets. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Super. Merci beaucoup, Cécile. Je vais maintenant donner la parole à Simon Ducasse, donc délégué général d'Atlansen. Oui, bonjour, donc je suis Simon Ducasse, je suis délégué général d'Atlansen, qui est le réseau des acteurs qui développent des projets solaires en Pays de la Loire et en Bretagne. On a une spécificité, c'est qu'on réunit à la fois entreprises et collectivités pour accompagner l'émergence de projets. On compte aujourd'hui plus de 130 membres avec 90 entreprises, le reste étant des collectivités ou des partenaires. On accompagne la thématique autoconsommation collective depuis le départ. On était sur le projet Partager Lec, et je pense qu'Edouard reviendra dessus, mais voilà, on a cette mission d'huile dans les rouages pour permettre l'avance de projet avec cette casquette d'acteurs désintéressés qui nous est rendue possible par un soutien des deux régions et des deux délégations régionales de l'ADEME. Et aussi de nos membres. Donc on a vraiment, c'est un partenariat privé-public, comme j'aime à dire, qui permet de faire émerger les projets. Pour revenir à notre retour d'expérience sur l'autoconsommation collective, ce qu'il faut voir d'abord, pour moi, c'est que l'autoconsommation collective, c'est une opportunité pour ne pas tuer le gisement solaire de production. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on fait un projet d'autoconsommation individuelle, on est au niveau d'un bâtiment avec cette contrainte de limiter l'adéquation entre la production et la consommation. Et du coup, il faut qu'on a tendance à se limiter, on pourrait tuer les gisements. Et du coup, si on augmente la taille, en plus on augmente la performance économique, Didier l'a évoqué tout à l'heure, des installations, du coup c'est plus performant, mais par contre il faut qu'on puisse valoriser cette énergie. Il y a des mécanismes de soutien qui existent, je ne reviens pas dessus, mais l'autoconsommation collective va permettre de répondre à ça. Et du coup, voilà. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas des projets d'autoconsommation individuelle d'un côté, des projets d'autoconsommation collective de l'autre, au moins dans le Grand Ouest. On a les deux faces d'une médaille. L'autoconsommation collective, c'est un mode de valorisation des surplus d'une autoconsommation individuelle
Et aujourd'hui, vraiment, le retour d'expérience qu'on a en termes de modèle économique, c'est le seul modèle économique qui semble fonctionner au moins dans le Grand Ouest. Donc moi, je suis curieux d'avoir un retour d'expérience des quelques installations qu'a évoqué Sylvie tout à l'heure, d'autoconsommation collective sans autoconsommation individuelle, pour savoir quel modèle économique ils arrivent à mettre en avant. Ce qu'il faut voir aussi, et c'est une nouvelle tendance qui émerge dans les projets d'autoconsommation collective, c'est qu'on discute souvent du prix, des tarifs du côté consommateur, et de comment on va créer ou faire des économies sur le côté consommateur, mais pas beaucoup sur le côté producteur. En fait, il y a aussi de la valeur qui se crée quand on fait une autoconsommation collective pour le c'est logique, il va investir et du coup, il va avoir une création de valeur. Et ce qui est pertinent, c'est de coupler cette création de valeur aussi avec les consommateurs. Donc, on est un peu dans la tendance des communautés d'énergie, mais on va oublier le côté réglementaire et vraiment le côté économique. C'est-à-dire que les modèles qui arrivent, c'est qu'on va partager l'investissement entre les consommateurs de l'autoconsommation individuelle et de l'autoconsommation collective. Et comme ça, pourquoi on fait ça? Parce que quand on va créer de la valeur en autoconsommation individuelle, on va la partager pour les consommateurs en autoconsommation collective. Et ainsi, la valeur elle va être mieux répartie et on va avoir moins de recherche de performance économique dans une baisse d'un prix de vente du producteur au consommateur. Par contre, si on a d'autres difficultés, on rajoute du collectif à un autre étage de la fusée qui est l'étage investissement, et du coup, il y a un peu plus de complexité, il faut créer les collectifs. Mais si on a déjà des collectifs établis, ça peut être une opportunité pour accélérer encore l'émergence de projets. Et surtout, moi, ce que je vois, et Sylvie l'a évoqué tout à l'heure, aujourd'hui, les projets sont beaucoup portés par des collectivités. Ça peut être vraiment un vecteur pour créer du lien entre une collectivité qui va héberger la centrale et qui va consommer sur son énergie, par exemple sur une école. Et le week-end, c'est les concitoyens, les parents d'élèves qui ont aussi investi dans la centrale qui vont pouvoir bénéficier des surplus d'énergie. Et du coup, vu qu'ils sont investisseurs, il n'y a pas forcément de vente. Et on va pouvoir, si on n'a pas de vente, on va pouvoir limiter la fiscalité. La TVA, elle sera limitée vu qu'il n'y aura pas de valeur de vente. Donc, on peut optimiser les modèles économiques comme ça. Ce qu'il faut voir, si on fait un petit retour sur le marché de l'autoconsommation collective, aujourd'hui, il y a 4 opérations dans le Grand Ouest. Il y a 6500 opérations d'autoconsommation totale ou partielle sur ce même périmètre. Donc, je vous laisse faire le calcul, mais c'est vraiment une part marginale. Et pourtant, on a quand même énormément de porteurs de projets, principalement collectivités aussi dans notre territoire, qui se lancent dans des projets. Donc, on voit qu'il y a un taux de conversion qui est très, très faible. Ça s'explique par une grande raison, et qui est l'économie, la dure réalité de l'économie pour les tarifs d'achat du consommateur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, l'autoconsommation collective ne bénéficie d'aucun mécanisme de soutien. Il existe un TURPE spécifique. Sylvie ne l'a pas évoqué, mais moi, les chiffres que j'avais, il n'y a pratiquement aucune opération qui sélectionne ce TURPE spécifique. Ça veut dire que il ne correspond pas aux attentes des membres. Heureusement, il est facultatif, c'est une très bonne chose. Je pense que sinon, il y aura encore moins d'opérations. Donc, il y a ce sujet-là de dire comment on pourrait accompagner l'émergence, accélérer l'émergence des projets. Il y a eu beaucoup d'échos sur le TURPE, l'exonération de CSPE. Voilà, ça pose plein de soucis, mais on a une autre proposition. Quand je dis on, c'est tous les acteurs du collectif Smile qu'a évoqué Philippe. Nous, on se demandait pourquoi ne pas intégrer l'autoconsommation collective au mécanisme de soutien existant qui est l'obligation d'achat. Comment on pourrait faire? On pourrait très bien imaginer que l'obligation d'achat, elle s'étende elle s'entende plus à l'opération individuelle, mais elle s'étende au périmètre de l'autoconsommation collective. Ça permettrait de faire baisser le coût pour le producteur en bénéficiant de la prime à l'investissement. Ça permettrait de sécuriser la vente de surplus, le reliquat qui sort de l'autoconsommation collective. Et il y a un point qui est complémentaire, ça permettrait aussi de sécuriser l'aspect responsable d'équilibre. Aujourd'hui, il y a des projets qui vont avoir des difficultés
à trouver des responsables d'équilibre pour ces opérations-là. On a des énergéticiens engagés, mais aujourd'hui, il n'y a pas de réalité, il n'y a pas d'intérêt économique pour les énergéticiens à être responsables d'équilibre de ces opérations-là. Et donc, l'obligation d'achat, vu qu'elle intègre cette solution de responsabilité d'équilibre, permettrait de résoudre ce problème-là, qui est le problème suivant après la PME. En guise de conclusion, aujourd'hui, clairement, l'autoconsommation collective, ce n'est pas un placement financier, je dirais que c'est l'investissement le moins intéressant de tous les projets solaires, même si on peut trouver une rentabilité, mais elle est quand même extrêmement longue. Il y a des petits leviers à trouver, il y a des porteurs de projets, il y a des startups qui se montent partout, enfin, qui se sont montés et qui vont livrer des projets dans l'Ouest pour améliorer toutes les petites briques pour créer de la valeur. Et il y a un dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est l'aspect critique de l'étude. Pour ça, il y a des cabinets qui sont spécialisés, et je laisse Clément se présenter tout à l'heure. Mais clairement, on est sur des systèmes qui sont complexes, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de consommateurs, beaucoup de flux, et donc il y a encore plus besoin d'études que des projets d'autoconsommation individuelle. Voilà, merci, j'espère que j'ai été assez clair et je serai à votre disposition pour répondre aux questions. Merci beaucoup, Simon. Je vais maintenant donner la parole à Édouard Serreuil, donc du service Stratégie, Innovation et Transition énergétique à Morbihan Énergie. Édouard, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Merci de me permettre de partager avec vous quelques retours d'expérience sur la mise en place du projet Partage Elec et la suite qu'on a pu y donner. Alors, je ne sais pas si j'ai la main pour passer les slides. Je l'ai donné, mais ça n'a pas l'air de fonctionner, donc je vais le faire peut-être. Ok. Donc, on a juste en quelques mots, on a débuté le sujet de l'autoconsommation dès 2013 et en 2016 avec la loi sur la transition énergétique qui intégrait cette partie sur l'autoconsommation collective, ou plutôt l'ordonnance qui a permis d'intégrer cette possibilité. On a regardé avec Enedis comment on pouvait trouver des sites sur le territoire pour tester ce nouveau modèle. Et depuis ce test, la mise en place de cette première opération, on a pu ouvrir beaucoup plus large. Nos élus et notamment notre président ont souhaité faire bénéficier l'ensemble du territoire de ce retour d'expérience, et c'est pourquoi aujourd'hui on a 14 opérations d'autoconsommation collective qui sont en cours de construction, je dirais. Donc pour poser le contexte sur Partage Elec Pénétin, donc on est sur une opération où il y a eu une forte volonté à l'origine de la commune d'intégrer, de participer à ce projet de production avec partage au niveau local en utilisant les réseaux de cette énergie. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est sur un projet qui intègre des acteurs économiques au sein d'une zone d'activité, parce qu'on était à l'origine sur l'échelle du poste HTA-BT. Et donc là, on se retrouve sur cette zone d'activité avec 13 consommateurs qui sont intégrés au projet. On retrouve à la fois des commerçants, des artisans, des restaurants, ce qui permet un certain foisonnement au niveau de la consommation et donc un écoulement de l'autoproduction. On est sur une installation, somme toute, assez petite, hein. On est sur un 40 kW crête installé sur le centre technique municipal, hein, et qui est partagé, donc, comme je disais tout à l'heure, avec 13 autoconsommateurs. On le voit juste, c'était pour la petite anecdote, mais on voyait les pourcentages sur l'image précédente. En fait, à l'origine, on avait mis en œuvre la clé de répartition statique au niveau de la part de la production injectée qui était répartie. Depuis, il y a eu une évolution sur la possibilité assez simple de mettre en place une clé de répartition dynamique à la consommation, qui a permis notamment d'augmenter aussi le taux d'autoconsommation sur les opérations. Donc, quelques dates clés, parce que ce qui est
ce qui est important de voir et de prendre en compte dans le cadre du montage d'une opération d'autoconsommation collective, c'est que, à la différence d'une opération d'autoconsommation individuelle, on a tout un écosystème à créer. Et aujourd'hui, on est encore au début de ces opérations-là. Il y a toute une phase d'appropriation et de communication auprès des acteurs du territoire qui est à prendre en compte au début et qui oblige à intégrer un temps de constitution de l'opération qui est supplémentaire par rapport à une autoconsommation individuelle qui est non négligeable. Là, c'est les dates clés qu'on a pu avoir sur l'opération de partage élec où finalement, alors, on a travaillé sur l'année 2017 et début 2018 pour la constitution de l'ensemble de cet écosystème. Bon, pour ce faire, on a été avec la communauté de communes Cap Atlantique et puis le CIDELA à travailler le sujet et accompagné par un bureau d'études. Cette opération a été mise en œuvre dès la signature de la convention d'autoconsommation collective a été faite en juin 2018 et ensuite on a eu les fameux 2 mois pour mettre en service, activer les flux et commencer à pouvoir, je dirais, facturer l'autoproduction sur l'opération. Je m'excuse pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de voir ce schéma, mais qui avait été réalisé à l'époque par Aurélien Bertin et que je trouve assez simple pour montrer la complexité du montage de l'opération. Finalement, on retrouve l'ensemble des éléments que le producteur doit mettre en place pour pouvoir activer cette opération. On retrouve à la fois la partie construction maintenance, donc là on est plutôt sur les choses classiques au niveau d'une installation photovoltaïque, mais comme ça a été mentionné tout à l'heure, le producteur doit aller chercher un responsable d'équilibre, parce que étant soumis à la possibilité de l'obligation d'achat où il est intégré, dans le cadre du montage de cette opération, il faut aller chercher cet acteur-là pour pouvoir mettre en œuvre l'opération. Il y a aussi l'acheteur de dernier recours et les différents consommateurs pour l'opération. Et après, une fois que ces éléments-là ont été mis en place, il y a la création de la structure juridique qui va permettre de signer la convention d'autoconsommation collective avec Enedis pour activer l'opération. Quelques éléments rapides sur la partie flux économique et éléments à prendre en compte. Juste ce qu'il faut voir, c'est que quand on regarde le modèle de l'autoconsommation collective, on n'est pas comme sur une autoconsommation individuelle où finalement on a l'ensemble de la part variable d'une facture qui peut être entre guillemets effacée avec l'électron, les tarifs d'acheminement et la partie des taxes. Sur les opérations d'autoconsommation collective, les consommateurs vont être facturés du tarif d'acheminement et des taxes locales. Et donc, du coup, le producteur va pouvoir, par effet de comparaison, vendre son électricité par rapport au prix de l'électron aujourd'hui qu'on a sur une facture. En moyenne, aujourd'hui, on est aux alentours de 5-6 centimes le prix de l'électron. Là, sur l'opération de partage élec Pénétin, ce que ça montre, c'est que le coût qu'on avait de production du kilowattheure, il était de 8,5 centimes ramené sur 20 ans. Donc, on voit que pour l'opérateur, si on ne fait que de la revente totale à ces prix-là, on est déficitaire si on veut être compétitif avec un prix classique. Donc, il y a certains leviers qui sont nécessaires d'activer. On a à la fois la baisse du CAPEX, des coûts d'investissement qui permet de réduire le coût du projet. On espère que sur la partie tarif d'acheminement, on puisse avoir à terme des choses un peu plus incitatives sur ces usages de consommation locale pour pouvoir maintenir un tarif d'électron compétitif et avoir un équilibre économique pour le producteur. On peut passer. Sur la partie données, on en a rapidement parlé, c'est un point qui est important. On a une masse de données dans le cadre des opérations d'autoconsommation collective. Là, sur l'opération, on est accompagné par Enogrid qui intègre l'ensemble des données
à la fois, ça permet de faire un suivi technique, mais aussi administratif, parce que derrière, il faut établir les facturations vers les consommateurs. Là, on le voit depuis la clé de répartition à la consommation, on a un taux d'autoconsommation à l'échelle de l'opération qui est quasiment de l'ordre de 98%. Donc, finalement, l'acheteur de dernier recours avec ce foisonnement, il n'est pas forcément beaucoup utilisé. Même si on peut le voir sur la slide suivante, c'est des choses qui sont assez, pas risquées, mais en tout cas, il y a quand même une part de risque pour le producteur parce que on n'a pas d'engagement vis-à-vis des consommateurs. Et là, j'ai pris pour exemple les 6 premiers mois et on a cette période un peu particulière qui nous a qu'on a eu depuis le mois de mars et qui fait que les dommages collatéraux, c'est qu'il y a eu beaucoup moins de consommation et de fait, le taux d'autoconsommation a été diminué significativement là, depuis le mois de mars sur l'opération parce que l'ensemble de la zone a beaucoup moins consommé et la production était pour autant là. Et donc là, finalement, l'acheteur de dernier recours a été nécessaire et important. Mais tout ça pour dire que finalement, l'équilibre économique peut être aussi assez tendu si on se base que sur les consommateurs qui peuvent entrer et sortir au sein de ce type d'opération. Donc aujourd'hui, on a lancé, grâce à un appel à projet orchestré par la région Bretagne dans le cadre de SMILE sur les territoires énergie, on a, avec les territoires, répondu pour relancer 14 projets d'autoconsommation collective. Ce qui est intéressant, c'est de regarder comment on peut optimiser la mise en œuvre administrative, technique de ce type d'opération. Et donc là, on peut le faire parce qu'on a pu aller chercher des financements pour diminuer l'investissement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de rencontrer des nouveaux cas de figure. Donc là, si on passe à la slide suivante, en fait, en fonction des situations, on va retrouver des sites où finalement le producteur est assez faible. Quand on va discuter avec les élus de la commune, on va ensemble finalement diminuer le périmètre pour éviter des frustrations, parce que si tout le monde intègre l'opération, la production qui sera autoconsommée sera tellement faible que ça peut avoir un effet inverse pour les consommateurs au vu de son poids. Et à l'inverse, il y a certains sites dans le domaine rural où finalement on a du mal à trouver autour de l'opération autant d'autoconsommateurs, et là on a besoin d'étendre plus largement le périmètre. Et les approches au niveau des élus peuvent être parfois différentes, mais ce qui est toujours très intéressant, c'est que ça amène la discussion sur cette thématique énergie, sur la production d'énergie renouvelable sur les territoires, et donc du coup de nouveaux projets et une certaine motivation et un engagement. Donc là, c'est rapidement un calendrier qu'on a mis en place. Il va falloir terminer si c'est possible. Ouais. Merci. Calendrier qu'on a pu mettre en place pour simplement montrer que voilà, il faut intégrer un certain nombre d'éléments dans le phasage du montage de la construction qu'on n'a pas forcément, comme j'évoquais tout à l'heure, dans l'autoconsommation individuelle, et qui fait qu'on a un certain temps long pour construire ce type d'opération, entre le recrutement des consommateurs ou la contractualisation avec les différents acteurs. Voilà, merci de votre attention, et puis je serai disponible pour les questions. Merci beaucoup, Edouard. Et puis pour terminer, donc j'invite Clément Brossard, gérant de System of Grid, à prendre la parole. Ok, donc bonjour à tous, merci Valérie et merci à Smile de m'avoir invité pour cet événement sur l'autoconso collective. Merci Valérie là, pour les slides. Du coup, rapidement, System of Grid, donc nous on est cabinet d'ingénierie et de conseil en énergie solaire. Donc, on est basé en Vendée et on croit effectivement à l'autoconso collective depuis le début, puisque ça, c'est un petit panel en fait de projets, donc 4 projets effectivement d'autoconso collective sur lesquels on a participé. Alors, certains sont assez vieux, datent de 2016-2017 et sont aujourd'hui en cours d'installation d'ailleurs. Je pense notamment à la commune de la Génétouse ici. Donc, c'est un exemple de projet où on a 36 kW crête sur un centre commercial dans le bourg. Donc, on va retrouver une supérette, coiffeur, etc. et des magasins.
le projet Partage Elec avec le CIDELA, sur lequel on a participé à l'étude de faisabilité et qui est en cours de maîtrise d'œuvre aussi aujourd'hui. Et puis, l'exemple d'Intermarché, effectivement, de Noirmoutier, qui lui est toujours en cours de développement avec un projet de 100 kg sur les boutiques de l'Intermarché de Noirmoutier. Donc, c'est des projets effectivement sur lesquels on a pu développer une méthodologie donc, de dimensionnement et d'accompagnement des maîtres d'ouvrage. J'adhère vraiment à tout ce qui a été dit et je vais surtout corroborer ce qui a été dit par Simon et illustrer du coup. Valérie, je vous laisse passer la diapo s'il vous plaît. Oui, voilà. Et voilà, du coup, illustrer un petit peu avec des chiffres tout ce qui a été dit. Alors, il était question de dimensionnement dans mon intervention. Aujourd'hui, le dimensionnement d'un projet photovoltaïque en autoconso collective reste relativement complexe. Alors, si on se base sur des flux d'énergie, j'ai essayé de dessiner un petit peu ici une courbe de production photovoltaïque à l'échelle de la journée. Et effectivement, on a différents choix. Alors là, c'est le cadre, par exemple, d'un autoconsommateur, d'un autoproducteur qui va effectivement chercher à valoriser son surplus. Et aujourd'hui, il y a un petit peu 3 étages, on va dire, à la fusée. Le premier, c'est ce qu'on va valoriser effectivement sur sa consommation. Et donc là, on va avoir une valorisation qui va être de l'ordre de 10 à 13 centimes du kilowattheure. Alors, j'ai pris volontairement des exemples de tarifs bleus, tarifs jaunes qui correspondent à peu près aujourd'hui à la dimension des projets qui sont étudiés et développés. Et en fait, parmi ces 10 à 13 centimes, on pourra parler longuement des centimes précis, mais c'est pour donner vraiment des ordres de grandeur. On a à peu près 6-7 centimes d'exonération de CSPE et de TURP. Et une fois qu'on a valorisé cette production, si on a du surplus, effectivement, on peut la vendre à ses voisins via une opération d'autoconso collective. Et là, alors c'est un choix après. En tout cas, nous, on part du principe que les consommateurs, si on veut qu'ils adhèrent à l'autoconso collective, il faut à minima, c'est ce que j'ai mis ici, que le prix de vente de l'électricité solaire soit compétitif par rapport à celle de son fournisseur habituel, voire même moins cher, puisque aujourd'hui, on parle de compétitivité du solaire. Donc, si on veut être cohérent, effectivement, il faut aller dans ce sens-là. Et aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a pas d'exonération de CSPE et qu'on a un TURP d'autoconsommation collective, alors, j'y arrivais pas à trouver le signe à peu près égal, mais on va dire qu'il est il est très très proche du TURP réseau classique. Et aujourd'hui, on considère que c'est équivalent à pas d'exonération de CSPE et pas d'exonération de TURP. Et en fait, finalement, aujourd'hui, il faudrait vendre le kilowattheure solaire entre 4 et 6 centimes d'euros à un consommateur si on veut qu'il adhère au projet, en tout cas d'un point de vue économique. Donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, déjà, ce premier palier-là, il n'incite pas forcément à dimensionner une centrale pour aller vendre son surplus à ses voisins, mais plutôt, et comme le disait tout à l'heure Simon, le risque, c'est qu'on tue le gisement en sous-dimensionnant des projets. Donc ça, c'est le premier risque et le dilemme de l'autoconso collectif, puisque l'autoconso collectif, justement, le but, c'est d'aller foisonner une production sur tout un quartier plutôt que chacun ait sa petite centrale de production dans son coin. Donc déjà, il y a un gros dilemme ici et une tension ici économique à régler. Et puis après, on a aussi la possibilité, s'il reste du surplus, une fois l'opération d'autoconso collective, enfin les consommateurs de l'opération fournie, s'il reste une fois du surplus, on peut valoriser ce surplus soit en gré à gré, et avec, on va être autour de 6 centimes d'euros aujourd'hui, ce qui correspond à peu près au tarif de l'obligation d'achat du surplus. Et donc aujourd'hui, on voit bien aussi la tension qu'il y a ici, c'est-à-dire que si on veut éviter toute cette complexité, etc., le producteur peut tout à fait choisir de vendre son surplus en gré à gré à 6 centimes et d'éviter toute cette complexité administrative. Alors ici, c'est un petit peu provocateur, on va dire, j'ai remis le tarif de la vente totale parce qu'on a aussi un autre choix qui est de faire une centrale de photovoltaïque et de faire de la vente totale avec. Et effectivement, vous voyez qu'on peut valoriser entre 10 et 18 centimes en fonction si on est entre 36 ou 100 kW crête par rapport au tarif d'obligation d'achat. Donc vous voyez, toute la tension qu'on a aujourd'hui économique, j'ai essayé de l'illustrer avec un graphique et quelques chiffres
Et elle tient majoritairement, effectivement, aujourd'hui à l'absence d'exonération de CSPE et un TURP, autoconso collective, qui reste relativement pénalisant. Donc voilà, on a un petit peu un dilemme, une situation complètement paradoxale entre les objectifs de l'autoconso collective et les moyens qui sont mis en œuvre derrière d'un point de vue réglementaire pour y arriver. Alors ça, forcément, dans le dimensionnement, ça pose des problèmes parce que on aurait tendance à croire que l'optimum de l'autoconso collective, en tout cas si on se base uniquement sur des critères économiques, parce qu'il n'y a pas que ça qui rentre en compte dans un projet, on a le critère énergétique, la fourniture d'électricité, etc. Et donc de chercher un optimum dans ce cadre-là, ça reste relativement compliqué. Maintenant, ici, je vous propose quelques petites solutions, quelques points d'attention aussi pour respecter, on va dire, cet enjeu économique, c'est de venir coller au maximum à la grille tarifaire des fournisseurs d'électricité. Et donc, on va retrouver, par exemple, des tarifs été-hiver qui sont différenciés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'autoconsommation, que ce soit individuelle, collective, enfin, dans le photovoltaïque en général, on a à peu près 70% de l'autoconsommation qui est réalisée sur les heures pleines été. D'accord? Ça veut dire que si vous avez un tarif moyen de l'électricité cohérent sur l'année, vous risquez malgré tout d'induire une augmentation de la facture d'électricité du consommateur parce que généralement, son heure pleine été, et là j'ai mis un petit exemple, elle peut être à 4 centimes, là où elle est à 6 centimes en heure pleine hiver. Donc, vous voyez que du coup, il faut commencer à pratiquer aussi de la distinction de tarifs d'électricité solaire quand on est producteur. Et puis après, là, ça devient un petit peu plus complexe, mais dans le dimensionnement, nous, ce qu'on va chercher à faire pour compenser la diversité des profils d'acheteurs, parce que vous avez des tarifs bleus, vous avez des tarifs jaunes, vous avez des gens qui payent l'électricité plus cher, moins cher que d'autres, etc. Donc, la première solution déjà qu'on va regarder, c'est essayer de s'ajuster sur le prix le plus bas, d'accord? Alors, bien sûr, ça se fait au détriment du producteur. Et donc, on s'aligne sur le prix le plus bas de tous les consommateurs et on est sûr, dans ce cadre-là, d'avoir une cohérence par rapport au prix d'électricité des consommateurs. La deuxième solution, c'est de commencer à distinguer les prix de vente en fonction des consommateurs, c'est-à-dire on va venir s'ajuster au prix de l'électricité de chacun, donc une fois de plus sur la partie variable, sur vraiment la partie fourniture de l'énergie, et on va laisser une clé de répartition qui est uniquement basée sur la consommation, qui peut bien sûr être dynamique et proportionnelle à la consommation à chaque pas de temps, comme l'a présenté Enedis tout à l'heure. Donc pour nous, c'est la solution, on va dire, compromis. Et puis la dernière solution, qui est un petit peu l'optimum, en tout cas pour le producteur, même si ça ne permet pas de compenser tout ce que j'ai expliqué auparavant sur l'aspect rentabilité, c'est de, distinguer les prix et d'en plus adapter une clé de répartition qui va prioriser les meilleurs acheteurs. C'est-à-dire que virtuellement, on va diriger la production et en tout cas la valoriser auprès de ceux qui sont prêts à l'acheter la plus chère. Donc on a une sorte de bourse aussi de l'énergie qui peut se mettre en place. Alors ça, bien sûr, c'est avec une vision totalement économique des choses. On a parlé de profil de projet, de collectivité, de bailleurs sociaux, etc. Ce n'est pas forcément leur objectif et leur manière de faire. Donc ça, c'est une présentation voilà, d'une manière de faire, en tout cas d'un point de vue économique. Voilà. Et sinon, effectivement, j'abonde dans donc pour conclure sur les quatre problématiques aujourd'hui, pour résumer l'autoconsommation collective, pardon. Donc c'est un problème effectivement et un dilemme économique, une incertitude réglementaire, parce qu'on voit que ça évolue régulièrement, etc. Et ça ne permet pas facilement de se positionner sur les projets. Une complexité du montage avec effectivement ces histoires de PMO, etc. Et tout ça, ça induit des surcoûts au développement. Alors même si on a développé des outils pour dimensionner rapidement les projets, aujourd'hui, il y a des frais d'études, il y a des frais d'avocats, etc. Et tout ça, ça vient s'ajouter sur la plupart du temps des projets qui font 36 kW de crête. Donc, vous voyez, il y a un gros écart entre les frais de développement et les capex d'investissement derrière de projets. Il faut vraiment aller vers une simplification de toutes ces démarches. Et puis après, il y a un dernier problème dont on n'a pas vraiment bien parlé aussi, c'est la présentation aux consommateurs. Nous, si on prend le cas là, des projets, on est allé voir tous les gérants des magasins, etc. et leur présenter
le principe de l'autoconso collective, ça a demandé énormément de pédagogie, de temps, et ça, du coup, ça vient s'ajouter aussi au temps de développement. Et une fois de plus, pour des projets qui font quelques dizaines de kilowatts crête à chaque fois. Donc, vraiment une incohérence entre toute cette complexité, ce dilemme économique et les objectifs de l'autoconso collective. Voilà. Merci beaucoup, Clément. Donc, il va nous rester en fait une dizaine de minutes pour la période d'échange, donc pour que vous puissiez poser toutes vos questions et que les intervenants puissent y répondre. Alors, on en a déjà eu un certain nombre dans le chat. Alors, je vais remonter le chat. Je sais qu'il y a eu déjà des réactions de certaines personnes. On va peut-être pouvoir répondre au fur et à mesure des questions qui ont été posées. Donc, la première d'Aurélien Bertin pour Sylvie. Est-ce que les chiffres clés sont disponibles en ligne avec une mise à jour périodique? Du coup, pour répondre à cette question, pour l'instant, non. C'est-à-dire que pour avoir les chiffres clés, en général, les gens s'adressent à moi pour que je leur communique. Mais on est en train de travailler à un jeu de données sur l'autoconsommation collective en open data, avec la contrainte qui est que nous devons faire attention à ne pas exposer des données commercialement sensibles. Donc, on est en train de regarder les seuils à partir desquels on peut mettre ces données dans l'open data. C'est en cours d'instruction. Ok, très bien, merci. On en avait une question d'Alice Moreuil, le périmètre HTA. Alors, je ne sais pas qui peut lui répondre. Ben, moi, je peux répondre, donc Sylvie Enedis. Aujourd'hui, dans la manière dont est décrite l'opération dans la loi, donc à l'article L315-2, tout à l'heure, Monsieur Lafaille l'a bien expliqué, on distingue l'opération quand tout le monde est situé dans le même bâtiment. Dans ce cas-là, il n'y a aucune mention de réseau basse tension. Donc, quand tout le monde est dans le même bâtiment, on peut intégrer à l'opération quelqu'un qui est raccordé au réseau HTA. Par contre, quand l'opération est étendue, dans la loi, il est bien précisé que les points de livraison doivent être accordés au réseau basse tension. Donc ça, c'est la situation actuelle. Par contre, comme l'a expliqué Monsieur Lafaille, sont en train d'être définis progressivement par des décrets et des ordonnances que vont être les communautés d'énergie renouvelables et citoyennes et pour lesquelles, a priori, il n'y aurait pas de limite au réseau basse tension. D'accord, parfait. Lionel Guy qui demande « Pourrait-on avoir des éléments complémentaires pour le calcul du TURP spécifique en fonction des profils de consommation ?» Alors, le fameux TURP spécifique, j'ai entendu beaucoup de choses ce matin sur le TURP spécifique. Je vous rappelle qu'il a été mis en place le 1er août 2018 dans le cadre du TURP 5. Nous sommes en train de travailler notamment avec Enedis, bien entendu RTE et les entreprises locales de distribution sur ce qu'on appelle le prochain TURP 6. Il y a eu déjà des consultations publiques qui ont été rendues publiques ou auxquelles les acteurs ont pu participer. Il y en a une en cours, il y en aura d'autres. Et notamment, il y a la question de l'évolution de ce TURP spécifique qui se pose. On avait écrit dans le TURP 5 qu'il y aurait une clause de revoyure, bien entendu. Il faut savoir que lorsqu'on a été amené à faire ce TURP spécifique, on n'avait aucune donnée. On nous demandait de faire un TURP spécifique alors qu'il n'existait aujourd'hui aucune installation. Donc, quand on entend dire aujourd'hui le TURP est pénalisant, non, je rappelle qu'il est facultatif, donc il ne peut pas être pénalisant en soi. Ce n'est pas non plus une taxe, ce n'est pas une prestation. J'ai vu ça dans le chat, une prestation. Non, c'est un tarif d'utilisation. Quand on utilise quelque chose, c'est normal qu'on paye ce que l'on utilise. Et en plus, je vous rappelle que le TURP doit refléter les coûts d'un gestionnaire de réseau efficace. Donc, on regarde les coûts portés par ce gestionnaire de réseau, puisque dans le cas de l'autoconsommation collective, on utilise le réseau public, contrairement à l'autoconsommation individuelle, où c'est vrai, on a une baisse de la consommation, donc on a une diminution du TURP. Ce qui n'est pas le cas, on regarde au niveau physique, avec un TURP d'autoconsommation collective. À titre personnel, je me suis amusé à prendre la consommation. J'ai la chance d'avoir un compteur Linky, donc j'ai un petit peu d'historique, et j'ai regardé si demain, je mettais une installation de production photovoltaïque
sans bouger la façon dont je consomme, est-ce que je voyais un bénéfice avec justement les TURP qui ont été mis en place par la CRE? Ben, si je me mets en autoconsommation collective, au niveau du TURP, et je vous dis bien au niveau du TURP, j'aurai une baisse de mon TURP de 22,1%. Sans modifier ma consommation. Et si je me mets en autoconsommation collective, donc avec le TURP qui est facultatif, j'aurai une baisse quand même de 13,2%. Donc on voit que sans changer mon comportement, j'arrive à avoir une baisse grâce au TURP qui a été mis en place par la CRE. Alors après, si je fais l'effort de modifier mon comportement, de modifier mes consommations au moment où je produis, ben, la baisse s'amplifie. Donc, moi, je vous conseille à tous, c'est de participer aux consultations publiques de la CRE, parce qu'il y a cette clause de revoyure, on l'a écrit, on va le faire, mais on a besoin d'éléments en retour, c'est-à-dire d'avoir les premiers retours sur ces opérations d'autoconsommation collective, de voir les projets que vous portez pour pouvoir les analyser et demain faire évoluer ce TURP spécifique. Un petit rappel quand même, on a parlé des communautés énergétiques renouvelables. Dans le cas des communautés énergétiques renouvelables, il n'y aura pas aujourd'hui, au titre de la loi, de TURP spécifique. C'est pas pour ça que la CRE ne peut pas en mettre un, mais c'est pas prévu pour les communautés énergétiques renouvelables comme les communautés énergétiques citoyennes, parce qu'on arrive à des mailles qui sont très importantes. C'est comme le projet d'arrêté qui est en cours de discussion. Plus la maille est étendue, moins il y a de possibilités de diminuer justement le coût d'utilisation des réseaux. Voilà. On voit bien qu'à la maille d'un bâtiment, on aura certainement moins de soutirage vu du réseau, mais à la maille déjà d'un poste HTABT, on commence à voir un petit peu d'agrégation, mais pas beaucoup. Mais alors, quand on augmente la maille, c'est le TURP national, quoi. Voilà. Ok, merci. Alors, je vais passer sur la question de Vincent Picard qui a déjà été répondue, je pense, par Cécile Fontaine. Bernard Istas qui demande: est-ce qu'il y a des exemples de communautés énergétiques renouvelables dans les régions des Pays de la Loire et de la Bretagne? Donc Simon a répondu, mais je ne sais pas si d'autres personnes veulent réagir également, d'autres intervenants. Je pense qu'Enedis doit être au courant. Il y a quelques projets aujourd'hui de communautés énergétiques renouvelables. Par contre, il faut voir que c'est une disposition qui découle des directives européennes qui ont été mises en place notamment en Italie et en Belgique. Et c'est vrai que dans ces pays, les communautés se sont développées. Voilà. Ok, merci. Donc Gilles Rollet qui a précisé des informations sur le TURP. Luc Stéphane, donc, qui a posé une question, mais Cécile Fontaine a déjà répondu, c'est parfait. Alors, où est-ce qu'on en est? Je pense que toutes les questions ont été répondues dans le chat. Alors maintenant, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à ouvrir votre micro et à prendre la parole pour les adresser directement aux intervenants. C'est le moment. Avant peut-être les questions, moi je souhaiterais répondre à l'intervention de Simon du CAS sur la mise en place d'un dispositif de soutien à l'autoconsommation collective qui pourrait passer par exemple, un système d'obligation d'achat. Je ne pense pas que ce soit le bon vecteur. Il faut rappeler que dans le cas de l'obligation d'achat, quand vous contractualisez avec un acheteur obligé, l'énergie ne vous appartient plus. Elle appartient à l'acheteur obligé, qui est EDF lorsque vous êtes raccordé sur le réseau d'Enedis ou l'entreprise locale de distribution. Donc, je ne pense pas que ce soit le bon vecteur demain pour mettre un dispositif, s'il en fallait un, de soutien à l'autoconsommation collective. Mais si Simon veut m'appeler, on peut en discuter, regarder s'il n'y a pas d'autres outils qu'on pourrait mettre en place. C'est noté, Didier, je vous appelle prochainement. Émilie Gauthier qui dit: l'équilibre financier des projets d'autoconsommation collective est difficile à atteindre déjà sur le continent. Comment faire sur les îles connectées où le surcoût insulaire est de 38%? Qui est-ce qui peut lui répondre? Est-ce que quelqu'un a une idée pour répondre à Émilie Gauthier?
Simon, moi, je peux répondre, c'est compliqué. Il y a un surcoût insulaire sur la production. Et par contre, il n'y a pas de surcoût sur la consommation d'électricité, hein, c'est de la péréquation tarifaire, c'est logique. Donc là, je dirais qu'il y a une réalité du producteur local qui s'affronte à une solidarité nationale. La péréquation tarifaire, si je me trompe, les intervenants, mais c'est une solidarité nationale. Donc, c'est vrai que pour ces cas qui sont extrêmement spécifiques, il faudrait avoir un mécanisme d'accompagnement particulier pour avoir une espèce de péréquation côté producteur aussi, quoi, une solidarité nationale pour la production insulaire. Et je mets ça dans mon point, je l'aurai avec Didier au téléphone prochainement. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que certains participants veulent prendre la parole? Sinon, on arrive en fin de session. Donc, je remercie beaucoup tous nos panélistes pour ces échanges fort intéressants, toute la richesse du contenu qu'ils ont partagé avec nous ce matin. Et merci beaucoup à tous les participants pour leur écoute. Juste avant de nous quitter, je vais laisser la parole à Marine Gabory, l'animatrice du Showroom Smile à Nantes, donc pour vous annoncer 2 prochains événements à venir dans le cadre de Smile. Marine, c'est à toi. Marine? Es-tu toujours là, Marine? Oui, je suis là. Voilà. C'est bon? Pardon, excuse-moi. Bonjour à tous, merci beaucoup Valérie. Alors très rapidement, le premier événement qui se tient bientôt pour Smile, c'est l'Assemblée Générale le mardi 2 juin, de 9h30 à 11h30 en visioconférence aussi. Donc qui permettra de vous présenter les dernières actions Smile et puis de parler aussi de la suite et de l'avenir de l'association Smile. Et notre prochain rendez-vous webinaire se tiendra normalement le 3 juillet et on parlera d'un autre sujet des smart grids, d'un sujet plus gaz cette fois-ci. On traitera des smart gas grids et de ces projets et de leur déploiement dans Smile. Merci beaucoup. Merci Valérie. Merci Marine. Encore un grand merci à tout le monde. Et puis, on espère vous revoir très bientôt en présentiel dans le Showroom Smile. Et donc, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Un petit mot, on est au début de l'histoire sur l'autoconsommation, je vous rappelle. Et demain, je suis persuadé que l'histoire va continuer, et notamment en intégrant dans ces opérations d'autoconsommation individuelle comme les opérations d'autoconsommation collective, ce qu'on n'a pas cité aujourd'hui, la mobilité électrique, qui va venir demain impacter ces modèles, certainement de façon favorable, avec ce qu'on imagine le véhicule tout gris. Voilà. Une note d'espoir sur cette matinée. Un beau mot de conclusion, merci. Donc, merci à tous, merci. Merci Valérie, bonne journée à tous. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Merci, bonne journée à tous, à très bientôt. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Et à la prochaine fois au showroom. Voilà.